Bonjour et bienvenue dans votre mission ELA, entrepreneur et leader d'Afrique. Aujourd'hui, nous faisons la continuité de notre mission de la fois passée avec M. André Moulage, expert en petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, nous allons parler de banque congolaise et les crédits des petites et moyennes entreprises. Bonjour M. André. Bonjour madame. Content de vous revoir encore dans notre émission. Monsieur André Moulage, parlez-nous brièvement de banque, de la monnaie et de crédit bancaire. Bien, merci pour la question. Les trois éléments, banque, monnaie et crédit, sont liés. D'ailleurs, c'est comme si vous les avez bien agencés pour que ça se complète. Pour bien parler de banque, on rentre dans leur histoire. Les banques sont nées au Moyen Âge. C'est né du fait que ceux qui se déplaçaient, les orfèvres comme on les appelait, quand ils achètent de l'or quelque part, il faut aller le déposer à un autre endroit. Mais souvent, ces gens étaient attaqués en cours de route par ce qu'on appelait les pirates. Et quand ils ont attaqué, ils ont remarqué que le risque est important de perdre ce qu'ils allaient acheter de l'autre côté. Il faut le remettre quelque part. Et à partir de cela, ils peuvent le récupérer de l'autre côté. C'est comme ça qu'ils déposaient cet or. C'est ce qu'on appelle aussi des orfèvres, le conservateur de cet or, et on leur donnait seulement un papier, une sorte d'accusé de réception ou un certificat de détention de cet or, de cet or-là. Et comme ça, quand ils arrivaient de l'autre côté, ils présentaient seulement le papier et on leur donnait la même quantité d'or qu'ils avaient conservé ou qu'ils avaient déposé de l'autre côté. Vous voyez que c'était déjà la naissance du papier monnaie. Et c'était en même temps la naissance de banques. La banque, s'il faut la définir, c'est une institution spécialisée dans la collecte de l'épargne, tant privée que publique, épargne qu'elles utilisent, les banques, elles utilisent à des opérations de placement et de crédit. Donc, d'abord, on prend l'argent d'autrui, on conserve, et puis cet argent, on dit, mais il moisit. Il faut qu'on le place quelque part pour qu'il puisse produire. Au Moyen Âge, comme je disais, on plaçait ça contre seulement le certificat de dépôt. Et on allait récupérer ça ailleurs, l'or qu'on craignait d'être pillé. Donc vous voyez que la banque est assise sur la notion du risque. Il faut éviter que ce qu'on dépose, ce qu'on a sur soi, soit pillé. Et maintenant, comme le pillage se fait même dans nos maisons, il faut conserver le peu qu'on a à la banque. C'est la notion du risque. Et maintenant, la banque, si vous regardez, il y a une autre dimension du problème qui naît, c'est la garantie. La garantie, c'est quoi? Vous déposez votre or chez moi. Mais qu'est-ce qui vous garantit que de l'autre côté, on va vous le remettre? Il faut un certificat, un titre qui montre que vous avez déposé de l'argent chez moi. Donc la banque n'est assise que sur deux notions, le risque et la garantie. Vous remarquerez que ces deux notions sont foncièrement juridiques. Je vous surprends, madame, les meilleurs banquiers dans le monde sont les juristes et non pas les financiers ou les économistes. Les meilleurs banquiers sont des juristes parce qu'ils savent mieux cerner la notion du risque et de la garantie. Alors, maintenant la monnaie. Je suivais un pasteur, moi je suis ça d'une manière isolée, un pasteur qui disait que Dieu n'avait pas créé la monnaie. La monnaie, ce sont les hommes qui se sont entendus pour dire, voilà, moi, pour mon pot d'or, vous devez me remettre deux chèvres. C'est déjà le troc, mais on évalue. Mais la monnaie, effectivement, est née avec, presque avec la banque. Du moment qu'il y a eu l'émission de certificats, les gens
disait que ce certificat représente mes 200 tonnes d'or. Alors, en cours de route, s'il doit acheter quelque chose, s'il doit avoir droit à quelque chose, il va vous dire, j'ai un certificat, ça vaut 200 tonnes d'or. Mais moi, j'ai besoin, par exemple, de votre diligence, c'est-à-dire un cheval. Est-ce que vous ne pouvez pas me donner votre cheval? Quand j'arrive de l'autre côté, je prends mon or, je vous paye. C'était déjà le troc, mais c'était déjà le début de la monnaie. La monnaie, s'il faut maintenant la définir, c'est tout simplement un instrument d'échange entre deux ou trois communautés ou une personne avec une autre, mais sur base de certaines conventions quantitatives, c'est-à-dire évaluées en termes de quantité. Mais vous pouvez voir que la monnaie entraîne directement la notion du crédit. Le crédit, nous entendons par moi, je n'ai pas fait la littéraire, mais ceux qui ont fait la section littéraire vous disent que ça vient du mot latin credere. Credere, c'est la confiance, c'est le crédit, c'est ça en fait ce que ça signifie, la confiance. Donc on ne peut pas vous donner l'argent sans qu'on ait la confiance en vous. On ne peut pas vous donner du crédit tant que vous n'inspirez pas la confiance. Le crédit, c'est-à-dire qu'on est confiant avec vous. Donc, vous comprenez que la banque, avec la banque, il y a la monnaie, instrument d'échange, et en même temps, après l'échange, il y a le crédit, c'est-à-dire la confiance. Le crédit naît de la monnaie et de la banque. Parce que la banque font des opérations de collecte d'impôts, de l'épargne, quand elle collecte l'épargne pour assurer la sécurité à ceux qui en ont à la maison. Au lieu de garder votre argent, donnez-moi, je vais le garder pour vous. Moi, j'ai toutes les mesures de sécurité pour votre argent. Alors, ceux qui, dans le temps de remettre de l'argent, ils obtenaient ce certificat et on disait, si vous allez déposer ça de l'autre, vous allez récupérer de l'autre côté, bien sûr, après l'évolution de l'opération, on va vous donner quelque chose d'autre. C'est-à-dire, on commence à rémunérer les dépôts. On commence à vous payer quelque chose sur ce que vous avez déposé. Parce que entre les orfèvres, eux-mêmes, ils échangeaient des quantités d'or. Bon, moi, j'ai autant, j'arrive chez vous, je vous dépose, vous me remettez autant. Ça s'est changé. Jusqu'à ce que on dit, quand je viens vous déposer, vous me remettez autant. Mais quand on dépose, moi, je paye un peu quelque chose. C'est-à-dire la notion de banque, c'est ça. Collecter l'impôt, l'épargne, pour le placer sous forme de crédit. Et puis, on a retiré quelque chose, ce sont les intérêts. Voilà brièvement ce que ça signifie, la banque, la monnaie et le crédit. Madame, nous sommes au XXIe siècle. S'il y a encore quelqu'un à l'heure actuelle qui continue à garder son argent à la maison, moi j'estime à mon humble avis que, oui, il y en a bien sûr, mais ces gens-là vivent un peu en dehors du système normal. Mais il y a eu dans notre pays des mesures qui avaient été prises, les mesures d'encadrement de la monnaie qui ont appauvri les gens. Je fais allusion à la démonétisation, à la création de comptes A et B dans le chef de banque pour les grands déposants. Tous ceux qui avaient des gros montants en compte, on, on disait dans le temps que pour lutter contre l'inflation, on créait des comptes A et B. Un compte A qui était devenu un compte courant dans lequel on avait directement accès, c'était un compte qui avait des petits montants, mais un compte B qui était pratiquement un compte gelé. Et avec le temps, c'est un compte qui a disparu. Et les gens ont perdu beaucoup d'argent dans ça. Il y a eu bien sûr beaucoup de gens qui sont morts. Oui, un compte bloqué, mais ces comptes bloqués n'ont pas été restitués aux opérateurs économiques, et ce qui a créé beaucoup de panique
dans la population. Et ça, je reconnais dans certaines agences où je suis passé, les agents économiques continuent à garder l'argent dans leur banque. Mais quelles sont les garanties que moi, je donne aux opérateurs économiques pour amener leurs fonds à la banque? Un, tant que vous ne déposez pas l'argent en banque, votre activité comme telle n'évolue pas dans le formel. Vous êtes dans l'informel, dans le noir. Parce que l'État ne sait pas tracer, surveiller vos activités si vous êtes dans ce qui est licite ou bien ce qui est dans ce qui est illicite. Vous gardez votre argent à la maison. De deux, vous ne pouvez pas acheter à l'extérieur. Quand vous achetez à l'extérieur, les mécanismes qui sont mis en place sont tels que vous devez payer par la banque. Parce qu'à l'extérieur, vous ne pouvez pas sortir avec une masse d'argent pour aller payer à l'extérieur et vous revenez. Bien sûr, nous savons que jusqu'à nouvel ordre au Congo, il y a des mesures qui encadrent la monnaie pour dire que vous ne pouvez pas sortir avec plus de 10 000 dollars. Au-delà de 10 000 dollars, vous subissez des pénalités assez importantes. Vous connaissez que certains hommes politiques se sont retrouvés en tôle pour avoir voulu traverser le fleuve avec de grandes masses d'argent. On ne cite pas leur nom, n'est-ce pas? Donc la législation est là. De deux, si vous voulez importer, vous voulez aller acheter à l'extérieur, il y a des mécanismes financiers qui sont mis en place et qui sont encadrés par la législation qu'on appelle ici la réglementation d'échange. Mais si vous ne voulez pas acheter à l'extérieur, donc votre argent va vous aider seulement à vous épanouir localement. Mais avec le temps, avec tout ce qui s'est mis en place pour le contrôle de l'économie, on finira par remarquer que vous êtes dans le noir, ça va vous coûter cher. De deux, si vous-même vous voulez voyager, vous voulez aller à l'extérieur, toutes les ambassades ici exigent de voir le niveau de vos avoirs, les extraits de compte, les mouvements dans ces comptes-là pour voir si vous êtes crédible, si vous avez les moyens d'aller survivre à l'extérieur. C'est compliqué d'avoir un visa, c'est trop compliqué, hein? Alors, mais oui, effectivement, ce sont des conditions. Alors, vous allez produire quel extrait si vous n'avez pas le compte en banque? Donc, voilà un peu quelques éléments qui montrent que pour évoluer correctement, il faut sortir de l'informel. Sortir de l'informel, c'est-à-dire, un, se mettre en ordre avec la législation, c'est-à-dire être identifié à la direction générale des impôts. Après ça, le guichet unique est là pour identifier tous les opérateurs économiques en vous donnant l'outil de commerce ou d'activité dans tel ou tel autre domaine. Le ministère de l'économie, il est là pour identifier tous les opérateurs économiques. C'est comme ça qu'il y a un document qu'on appelle identification nationale. Et après ça, vous devez avoir un compte en banque pour la traçabilité de tout ce que vous faites comme opération. Voilà en fait brièvement les éléments que je peux fournir par rapport aux garantie que la banque donne aux opérateurs économiques pour dire venez remettre votre argent chez moi, je vais le garder à votre place. Et puis, vous avez 2 millions de dollars à l'heure actuelle ici dans votre compte, c'est ce que vous pouvez facilement avoir de la visite. Hein. Alors, voilà. Pourquoi il est si difficile d'avoir un crédit à la banque? Au Congo, les crédits bancaires sont difficiles tout simplement par ignorance. Je dis bien par ignorance. Et c'est un peu malheureux de constater que même ceux qu'on considère comme étant des grandes maisons, des grands opérateurs économiques, ils ne savent pas que les critères d'octroi de crédit sont bien simples. Mais je rentre dans la théorie. Quand j'étais encore sur le banc de l'école à l'université, on nous disait que pour apprécier un opérateur économique dans le domaine des crédits, il y a 5 critères. Il y a les 3 C et les 2 S. Partons des 2 S. S comme secteur d'activité. Vous évoluez dans quel secteur? Vous investissez dans quel domaine? OK? Vous ne pouvez pas investir dans la fabrication, par exemple, de tourteaux pour nourrir des bêtes alors qu'il n'y a aucun cheptel dans le coin. OK?
Allez installer cette usine de fabrication de tourteaux pour nourrir les vaches à Massissi, ça va marcher. À Butembo, ça va marcher. À Bukavu, ça va... là où il y a des pâturages, là où on élève des vaches. Mais vous allez installer cette usine au Kassai, où il n'y a pas comme tel de cheptel important. Mais qui va acheter? Voilà. Donc nous devons d'abord étudier le secteur d'activité. Le deuxième S, c'est la solvabilité. Est-ce que vous êtes solvable? La solvabilité, ça s'apprend maintenant à partir de votre situation financière globale qui est décrite dans les états financiers. Est-ce que vous avez l'habitude de payer vos propres dettes? Et ça s'évalue aussi par rapport à votre endettement. Vous vous êtes endetté jusqu'à quel niveau par rapport à ce que vous avez comme capital? Parce que mathématiquement, la solvabilité, c'est la capacité de quelqu'un à rembourser ses dettes. OK? Et cette capacité s'évalue en fonction du taux de dette par rapport à l'ensemble du bilan. OK? Mais si on remarque que votre taux d'endettement est largement supérieur à l'ensemble du bilan, il est au-delà de 50%. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement que l'avenir de votre entreprise est dans les mains de vos créanciers. OK? Si vous n'êtes plus en mesure de liquider toutes vos dettes, on peut vendre votre entreprise. Ceux à qui vous devez peuvent se réunir pour dire non, on vend l'entreprise, on se partage l'argent parce qu'il n'est pas capable de nous rembourser. Donc, ce sont les deux S. Maintenant, les trois C, c'est C comme capital. Vous, entrepreneur, petite et moyenne entreprise, quel est l'apport de votre capital dans l'ensemble de votre bilan? C'est ce qu'on appelle la capacité de financement que vous avez vous-même. Capital, entendez par là vos fonds propres et tout ce qu'il y a comme prolongement. Il y a des provisions, il y a des réévaluations de vos immeubles, il y a dedans les dettes à long et moyen terme. Pourquoi on incorpore tout ça dans le capital? Parce que vous avez un temps long de disposer de cet argent pour travailler. On considère que c'est votre argent. OK? On vous donne un crédit de 20 millions sur 10 ans. Mais dans 10 ans, c'est votre argent disponible. Ça fait partie du capital. OK? Mais si ce capital-là, on le met par rapport à l'ensemble du passif du bilan, on trouve qu'il est largement inférieur à 50%. C'est-à-dire que nous retombons dans le cadre de la solvabilité. Vous n'êtes pas capable de financer vos propres actifs. Et là, généralement, on tombe dans la notion des fonds de roulement négatif. Parce que vous êtes incapable de supporter les charges qui sont des immobilisations nettes. Les immeubles et tout ça, ça s'amortit. Mais leur valeur là, pour être financée, c'est le capital qui finance avec ces prolongements. OK? Donc ça, c'est le premier C. Deuxième C, c'est la capacité. Est-ce que vous gérez bien vos propres affaires sans dette? Est-ce que vous les gérez bien? On doit se poser cette question-là. Est-ce que vous gérez bien? Si on remarque que tout le temps vous devez recourir à des découvertes bancaires pour supporter tel ou tel autre, mais ce type se gère correctement. Parce que les résultats que vous générez ne vous permettent pas de faire face à vos problèmes de chaque jour. Donc vous êtes un dilapideur de fonds. Vos propres fonds, vous ne savez pas bien les gérer. OK? Ça, c'est le deuxième C. Mais le troisième C, c'est le caractère. Madame, je me surprends, mais la plupart des opérateurs économiques, quand on les visite à la maison, c'est pour connaître comment ils se comportent. Mais si, ça fait d'ailleurs partie, parce que quand vous faites des visites à la maison, vous revenez, vous faites un rapport à la hiérarchie. Des visites à la maison, c'est pour voir le caractère du gestionnaire, de l'opérateur économique que nous allons financer. Je prends un exemple. Un opérateur économique, il me dit,
non, venez à la maison, vous voyez, je vais vous montrer mes biens. Nous arrivons à la maison et puis bon, il dit c'est mon épouse, il me présente, non, on va manger un bout. Moi, ça ne m'indispose pas. On mange. Et puis on parle, l'affaire et tout. Et puis, nous sortons de là, il me montre deux, trois magasins. Il dit, bon, venez un peu, j'ai encore, je vais vous montrer chez moi deux. Donc, c'est entre parenthèses ce qu'on appelle ici deuxième bureau. Nous arrivons là-bas, même chose, même table, autant garni. On mange un peu ici. Et puis après, on sort de là. Non, j'ai quand même une petite amie quelque part. Ça commence à me faire tiquer. N'est-ce pas? Mais ce type, il a quelle charge? OK? Même s'il a des montants importants, mais je vois la longue sa façon de se comporter, et ça ne m'intéresse pas trop. Ou bien, bon, quand nous sortons avec lui, il me présente ses amis, mais c'est tout de suite là-bas. Mettez deux casiers de bière là-bas, mettez trois timbres ici. Tout ça, ça fait partie du caractère. J'ai un chef que je considère toujours comme mon mentor, qui, lorsque un client, on parle de ce client, on commence à le chanter par les musiciens. Il dit non, non, monsieur Moulin, il ne faut plus t'occuper de ce type-là. Il va dilapider l'argent de la banque. Tu vois, le caractère intervient. 3C, 2S. Mais en dehors de la théorie, il y a deux éléments importants sur lesquels je vais intervenir. Un client de la banque, c'est pour ça que je vous dis, c'est par ignorance. Les clients de la banque ne savent pas que le grand critère pour la banque, c'est seulement les mouvements en compte. L'argent qui entre et qui sort, c'est ça même qui montre la vitalité, le dynamisme de votre activité. Une entreprise qui a ouvert les comptes avec 2 millions de dollars, je prends un exemple à l'extrême, 2 millions de dollars, mais elle fait toute une année aucun mouvement. Il n'y a pas de rentrée. Ça n'entre pas. Mais qui vient au bout de 2 ans, où il a retiré, et puis il vient remettre, où je vois encore un mouvement de 1 million de dollars. Je suis inquiet. Inquiet. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les rentrées moyennes par mois. Il travaille comment? Ça intervient aussi dans les visites des familles. Mais nous regardons sur le compte, les mouvements en compte. C'est très facile. C'est un critère que les gens banalisent, mais c'est le plus important aux yeux de la banque. L'activité. Et de trois, et que je considère aussi comme étant le critère le plus important, qui est même la source même du crédit, ce sont des garanties personnelles. Quand j'ai confiance en vous, je sais que vous ne pouvez pas me trahir, c'est-à-dire vous ne pouvez pas fuir avec l'argent. Je suis à l'aise pour vous donner du crédit. Je suis à l'aise. Je sais que ce monsieur, s'il n'est pas capable de rembourser de l'argent, il me dira comment il va rembourser. Et il viendra me dire, André, j'ai des problèmes là, 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 là. Et puis, vous voyez un peu avec la direction comment on peut faire. Il va sentir qu'il va me rendre un mauvais service moi-même avant de fuir avec l'argent, avant de s'il pouvait fuir avec de l'argent. Donc voilà un peu. Si les gens savent tout ça, s'ils savent percevoir ça, le crédit devient facile. Le crédit est rendu difficile au Congo à cause des garanties. Parce que nos banques, la plupart des banques demandent soit que vous puissiez hypothéquer l'immeuble, soit que vous puissiez nantir, c'est-à-dire mettre vos comptes en dollars ou dans les monnaies étrangères en couverture du crédit qu'on va vous donner. Ça s'appelle le nantissement. Nantissement des comptes, nantissement des fonds en monnaie étrangère. Il y a beaucoup de Congolais qui ont des comptes à l'étranger, bien fournis. Ils doivent donner ces comptes là-bas pour dire à son banquier qu'il les écrive pour dire qu'ils ont bloqué votre compte. On le laisse fonctionner normalement. Mais aucun mouvement ne peut intervenir dans ce compte pour le montant à hauteur de ce que vous avez déjà nanti et pour lequel on vous donne des crédits sur place. Ce sont des crédits d'ailleurs les plus faciles. Mais beaucoup de clients, beaucoup de Congolais n'ont pas non plus des comptes en dollars fournis. Mais ils veulent bien avoir des crédits. Alors on leur demande un immeuble, une maison, pour donner comme hypothèque, comme garantie. Pourquoi?
Mais parce que les Congolais ne savent pas respecter leurs paroles. Trop de roublards. Trop de roublards. Ils peuvent venir en veste, ils vous expliquent un projet très bien monté. Mais en fait, quand vous lui donnez l'argent, il ne l'affecte pas à l'objet pour lequel il a sollicité le crédit. Il l'affecte à autre chose. Et demain, il s'enfuit. Il devient insolvable. Et c'est pour cela qu'on demande au moins des immeubles et tout ça. Deuxième élément, notre pays est encore dans la catégorie des pays à haut risque. Le risque politique. Hein? On appelle ça risque pays. Ce risque-là fait que les banquiers, les argentiers, pour se prémunir, ils demandent des garanties solides. Si demain il y a bouleversement politique et tout ça, avec tout ce qu'il y a comme conséquence, eh ben nous devrions être en mesure de nous rembourser si, par exemple, la plupart des clients font partie de l'équipe politique qui est partie ou qui a été, par exemple, mise hors d'état de lieu. C'est l'élément. À l'extérieur, personne ne construit sa maison avec son argent. En Europe, jamais. On appelle ça immobilisation de capitaux. Non. De deux, je vais vous surprendre, le premier ministre français de l'époque, Lionel Jospin, il avait sa maison, mais il ne vivait pas dans cette maison, il préférait être locataire. Le charge de location de la maison était largement inférieur à ce qu'il allait dépenser si lui-même habitait sa maison. Donc tout ça, on recourt au crédit pour survivre, pour faire ce qu'on appelle l'immobilisation des capitaux. Parce que l'argent liquide a un coût qu'on appelle le coût d'opportunité. Donc voilà un peu pourquoi les gens n'ont pas accès facile au crédit, mais il faut que les gens expliquent, qu'ils soient informés, qu'on leur dise la vérité. Donc voilà. La première chose, c'est de mettre à la surface, c'est-à-dire sortir de l'économie informelle pour apparaître en formel. Parce que quand vous sortez, quand vous allez dans l'économie formelle, vous devez tenir une comptabilité régulière. Et avec la comptabilité régulière, quand vous sollicitez le crédit, on va te dire votre activité est compatible avec tel niveau de crédit. Votre activité est compatible avec telle catégorie de crédit. Parce que nous avons plusieurs sortes de crédits dans nos banques. Il y a des crédits à court terme, des crédits de caissement qu'on appelle financer les fonds de roulement, n'est-ce pas? Et ça, c'est pour les activités courantes, pour les activités acheter la bière, vendre, et puis tout ça, c'est pour les activités qui tournent rapidement. Mais pour construire une maison, il faut recourir à ce qu'on appelle le crédit à moyen terme, moyen et long terme. Parce que cette maison ou cet hôtel, pour qu'il soit productif, il faut qu'il arrive à être terminé et que vous puissiez le mettre en location. N'est-ce pas? Alors, si vous prenez un crédit à court terme d'une année, alors que l'hôtel n'est même pas terminé, vous allez le rembourser comment? Donc voilà, les gens ne savent pas à quel type de crédit ils doivent s'adresser, à quel type de crédit ils doivent solliciter. Je vous prends des pays limitrophes. On hypothèque même les champs. OK? Les banquiers arrivent et disent, mais vous avez quoi pour... Non, j'ai un champ de haricots, parce que ça se consomme trop de ce côté-là. Ce champ peut vous produire combien? Non, non, on peut visiter les champs. On fait venir des agronomes, des experts en agriculture. Ils disent, mais nous pouvons avoir 80 sacs de haricots. D'abord, 80 sacs de haricots. Oui, ça peut produire comment? Un sac de haricots, prenons $80. Fois 80, ça fait 6 400 $. On dit, mais par prudence, au lieu de lui donner comme ça, les récoltes peuvent subitement changer. On peut vous donner $5 000. Avec $5 000, vous achetez les tonnes, vous achetez des tuiles et des briques. Vous pouvez construire votre case en matériaux durables sur base des récoltes qui viendront. N'est-ce pas? Il y a des crédits de campagne. Les crédits de campagne, c'est quoi? À l'équateur, à Djamena, par exemple. C'est une période de récolte de chenilles. Pas récolte, mais c'est la période de chenilles. Et vous, vous êtes spécialiste simplement à la cueillette de chenilles. On sait qu'un sac de chenilles peut aller jusqu'à $400. Mais vous pouvez solliciter un crédit de campagne. On sait que cette campagne va durer 6 mois. On vous finance.
Vous, l'essentiel est que vous puissiez déposer le fisc, le certificat de dépôt de mon sac de chenilles à la banque. Ces certificats-là deviennent pour nous des garanties. Il a déposé combien de sacs? Il a déposé 600 sacs. OK. Le dépôt agréé, accepté et reconnu nous envoie le certificat de dépôt que nous vérifions. Il a des sacs de chenilles là-bas. Ah, OK, chez vous. C'est noté. On vous donne le crédit sur base de ça. Beaucoup de gens ne le savent pas. Crédit de campagne, c'est-à-dire crédit qui peut financer une activité sectorielle et ponctuelle. OK? Tout ça, les gens ne le savent pas. Mais c'est question d'être performant. Voilà. Monsieur Moulage, juste un dernier mot pour ces jeunes qui veulent prendre du crédit. Moi, j'appelle ça s'endetter. À la banque, un dernier mot. Oui, on ne prête qu'aux riches. Hein? On ne prête qu'aux riches. Ils doivent commencer par quelque chose, quelque part. Ils doivent sortir de l'informel, comme j'ai dit, entretenir un compte à la banque, l'alimenter régulièrement et avec le temps solliciter un crédit qui est compatible avec leur activité et en respectant bien sûr tous les critères dont je viens de parler. Voilà. Nous disons un grand merci à Monsieur Moulage. J'espère que nous allons nous retrouver prochainement avec un nouveau numéro, plus de détails. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Tifo Keke. Merci au